Donc le prof a été clair. Maintenant, nous passons aux dernières étapes. Voilà comment nous allons procéder. Celui qui a une question doit soulever sa main. Et puis, on va choisir. Nous allons passer d'abord par l'étape des 5. Et après, nous prendrons encore 5 autres. Et puis, c'est comme ça jusqu'à la fin. Oui, merci pour la parole accordée. Je félicite M. Freddy Mulumba et pour sa brillante intervention sur le thème du jour. Alors, ma question sera axée sur la question de la conscience. Sans plus tarder, je réponds au nom de Charles Kafouba. Je suis licencié en sciences sociales, politiques et administratives dans le département de relations internationales. Il est vrai que le monde n'est pas juste, mais les valeurs morales s'imposent à tous. Monsieur Freddy Mulumba, je voudrais savoir comment voulez-vous que les étudiants d'aujourd'hui puissent prendre leur vie, soit leurs responsabilités en charge, aussi longtemps que les universités n'ont pu tenir, soit conserver leur statut, de former le cadre qui vont défendre les intérêts vitaux du pays. Ça, c'est la première question. Ma deuxième question sera axée très rapidement chez Madame Nadine. Madame Nadine, vous avez parlé sur la question de guerre à géométrie variable à l'est de la République démocratique du Congo. Maintenant, je voudrais savoir si une question qui ne laisse les Congolais indifférents. La question des Banyamulenge. Les Banyamulenge, depuis toujours, ils nous créent des problèmes, nous créent de si en revendiquant le sol congolais qui appartient aux Congolais d'origine. Alors, je voudrais savoir de quel droit les Banyamulenge réclament le sol congolais à tout moment. Merci beaucoup. Je m'appelle Yannick Georges. Je suis doctorant en philosophie de l'Université de Kinshasa. Mes recherches portent sur les conditions de possibilité de s'approprier des acquis du développement durable en République démocratique du Congo. Je pose fondamentalement la question comment la RDC pourrait-elle atteindre le développement durable à l'horizon 2030, si possible. Alors, je m'en vais vite poser la question à Madame Nadine. Je vous remercie d'abord pour votre exposé qui était magnifique et mirifique. Je voudrais savoir, partant de vos exposés, de votre exposé, vous avez fait la phénoménologie des guerres à l'est du pays, c'est-à-dire en République démocratique du Congo. Faire la phénoménologie, c'est revenir en chose en soi, selon Husserl. Il ne suffit pas de parler de guerre du Congo, parce que j'ai lu il y a quelques jours Olivier Lanante, la République démocratique du Congo, guerre ça fait. Vous avez raison de dire ce que vous avez dit, mais pour vous, quels sont les mécanismes à mettre en place pour que la République démocratique du Congo ne connaisse pas une forte immigration érosive? Comment la République démocratique du Congo peut faire face à ces ennemis d'hier qui sont ceux d'aujourd'hui? Quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place? Ma deuxième question s'adresse au professeur Anselme. Vous avez parlé de la décentralisation comme les moyens de mettre en place le développement à base locale. Je me pose la question, depuis 2006, la Constitution avait prévu la décentralisation en République démocratique du Congo. Pourquoi la République avait-elle manœuvré de telle sorte que la décentralisation soit retardée? Ça, c'est la question que je vous ai posée. Merci. Alors, merci pour la parole. Déjà, je me présente. Mon nom, c'est Ondel. Je suis de Relations internationales de la première promotion. Alors, je voudrais poser la question à Madame Nadine. Madame Nadine,
nous a parlé de quelque chose vraiment de très important. Alors, elle nous a parlé de l'immigration. Elle a commencé son exposé en disant que déjà que l'immigration est l'un des éléments qui cause la guerre à l'est du pays. Alors, j'aimerais vous poser la question, j'aimerais aussi appuyer l'idée du frère, la question aussi du frère. Mais moi, j'aimerais que vous puissiez nous parler un peu, parce que déjà au début, vous nous aviez parlé de guerre de plusieurs guerres qui s'est passées déjà à l'Est. Vous avez parlé de la guerre de l'Afdel. Et alors, déjà, s'il faudrait parler de cela, on pourrait déjà se mettre à dire que, moyennant toutes ces guerres que vous avez eu à dire, que peut-être déjà l'État congolais était en train peut-être de chercher déjà certaines mesures pour essayer un peu de lutter face à l'immigration. Alors, j'aimerais vous demander, pour vous, quelles mesures vous pensez que peut-être l'État congolais pourrait prendre pour lutter face à cette immigration? Est-ce que l'État congolais doit faire appel à certaines organisations peut-être qui doivent venir et lutter contre cette immigration, parce qu'il y en a eu peut-être, on a peut-être fait appel peut-être à des armées peut-être internes, je ne sais pas, pour venir faire face peut-être à certaines immigrations. Et j'aimerais poser la question, y a-t-il de mesures vraiment qui doivent vraiment lutter contre cette immigration? Merci pour la parole. Je réponds au nom de Nzouzi Malomba Fanny, étudiante en 2e licence sociologie. J'ai 3 petites questions. L'une sera adressée au professeur Freddy Mulumba, et puis 2e, Madame Nadine Mbemba, et puis 3e, au professeur Meya. Professeur Freddy Mulumba, je voulais savoir quels sont les acteurs qui sont derrière la balkanisation de la RDC. Est-ce que ce sont les Occidentaux ou le fils du pays? Deuxième question, que pouvons-nous faire en termes de stratégie pour sauver notre pays qui tend vers la balkanisation? Pour Madame Nadine Mbemba, à Bemba, que pensez-vous? Et pensez-vous que l'immigration peut être à la base de la répétition de guerres à l'est du pays? Ou bien il y a une main noire occidentale derrière tout ça? Et la deuxième, pourquoi tous ces gens réclament que l'est du pays, alors que la RDC a plusieurs provinces? C'est peut-être une question liée aux richesses qui se trouvent dans cette partie, ou bien c'est une autre chose. Pour le professeur Meya, en tant qu'expert de la décentralisation, qu'est-ce que la salle peut retenir sur la question de la commune de Minembwe qui fait un objet de confusion dans la tête de plusieurs, en fait, dans la tête de grands intellectuels? Sango Kalunga. Moi, c'est Sango Kalunga Medar. Bon, je suis doctorant en sciences administratives ici. Je voulais juste m'adresser au prof Meya autour de la question de la décentralisation. Et là, il a dit que la décentralisation a pour objectif de permettre le développement à la base et aussi d'approcher les administrés de l'administration. Et que la décentralisation ne vient pas pour encourager la balkanisation. Mais quand j'ai fait des petites analyses et des petites recherches, notamment dans des provinces à l'est du pays, la question de la démographie joue aussi un rôle dans la décentralisation. C'est-à-dire quoi? Nous avons des territoires qui, avec la migration, comme ça a été dit, sont habités en un grand nombre par une population étrangère. Et qui part de la décentralisation, ils voient automatiquement les élections. C'est que si on mettait en place les entités territoriales décentralisées, on va passer aux élections, et là c'est le pouvoir qui sera mis en exercice. Est-ce que ces communautés-là qui sont majoritaires, je prends les cas d'espèce, les territoires de Masisi, Rutshuru, peut-être Walikale et partout ailleurs, ce sont des territoires au moins à 70% de la population étrangère, je ne saurais pas dire quel pays. Si on mettait en place les institutions, les entités territoriales décentralisées, est-ce que la thèse de la balkanisation ne sera pas mise en application? D'autant plus que ces ressortissants d'autres pays seront majoritaires dans les institutions. Parce que si vous avez démontré que pour créer une commune, il faut
la vie de l'Assemblée provinciale. Pendant qu'ils sont majoritaires dans l'Assemblée provinciale, mais ils vont toujours permettre qu'il y ait création des entités et par conséquent réclamer une certaine identité. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est vraiment la balkanisation qu'on est en train de vouloir créer sous terme de la décentralisation? Merci beaucoup. Souvent, quand je viens à l'UNIKIN, je ne suis pas professeur d'ailleurs, je suis un chercheur indépendant, je suis politologue, je suis directeur général adjoint de la RTNC, la télévision nationale. Je disais, quand je viens à l'UNIKIN, j'amène toujours des livres. Parce que la connaissance dans les livres. Je pense qu'aujourd'hui, avec la situation que nous connaissons, la première question à se poser est la suivante. Nous sommes dans quelle situation, dans quelles conditions? Qu'est-ce qui nous arrive? J'ai amené des ouvrages. Ce n'est pas publié par des Congolais, ce sont des Américains. Le premier, publié par Crawford Young et Thomas Turner. Ces deux professeurs ont donné cours à Lubumbashi. Ils étaient des professeurs en Sciences Po. Thomas Turner et Crawford Young ont publié The Rise and Decline of the Zaire State, la montée et le déclin de l'État zaïrois. Et c'est publié en 1984 à l'université de Wisconsin. J'ai amené un deuxième. Celui-ci est publié toujours par un professeur américain de la même université, à Wisconsin. Il s'appelle Alfred McCoy. In the Shadows of the American Century, the Rise and Decline of US Global Power. Donc la montée et le déclin de la puissance globale américaine. Pourquoi je les ai amenés? Le premier symbolise la fin de l'État zaïrois, ce qu'on peut appeler en sciences politiques l'État patrimonial ou bien l'État néo-patrimonial qui a été mis en place par Mobutu de 1965 en 1997 avec l'arrivée de l'AFDEL. L'État que Mobutu a mis en place a disparu. On peut dire clairement sur le plan sociologique, l'État n'existait pas. Je dis que oui, sociologique, l'État n'existait pas. Et nous nous trouvons dans une situation actuellement où on est en train de repenser à réinventer un nouvel État depuis que l'AFDEL est arrivé. Donc, nous ne sommes pas encore parvenus à mettre en place un État stable, un État moderne. Le deuxième livre ici symbolise la fin d'une époque où l'Amérique était la seule puissance, la grande puissance. Actuellement, l'Amérique connaît le déclin. Ces profs démontrent que l'Amérique, d'ici 2030, va se retirer du monde. Vous savez, les États-Unis d'Amérique ont occupé le monde entier avec des bases militaires. Mais comme l'économie est en difficulté, ils seront dans l'incapacité de supporter toutes ces bases militaires. Que faire? Ils seront obligés de retourner chez eux. Et en retournant chez eux, ils seront beaucoup plus en Amérique du Sud, mais ils seront aussi présents en Afrique et en Europe. Et quand l'Amérique va se retirer, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez ce qu'on appelle les acteurs non étatiques. Donc, les gens, les multinationales, les lobbies, Al-Qaïda, qui vont aussi occuper les espaces. Et vous avez aussi de nouvelles puissances émergentes. La Chine, ce qu'on appelle BRICS, la Chine, la Russie, l'Inde, vont tenter aussi d'occuper les terrains. Donc, actuellement, on est en train de reconfigurer le monde. Donc, on est en train de mettre en place la structure géopolitique du XXIe siècle. Et nous, comme notre pays est en difficulté,
l'État a disparu. Voilà, en Amérique, il y a des gens, ce qu'on appelle les globalistes néolibéraux, qui sont proches de M. Bill Clinton, l'ancien président américain, qui ont décidé de nous faire la guerre pour mettre la main sur le Congo, sur nos richesses. Et vous savez, l'Est du Congo, c'est ce qu'on appelle les coffres forts. Tous les minéraux les plus importants, les minéraux stratégiques, se trouvent à partir du Katanga jusqu'à Ituri. C'est là où il y a des guerres. Pourquoi ces guerres? C'est pour le contrôle de ces minéraux stratégiques. Mais notre cas devient un peu sérieux dans le sens que la Chine et l'Amérique s'affrontent actuellement pour le leadership mondial. Mais l'Amérique est en déclin. La Chine monte. Il y aura l'affrontement. Qui va prendre la tête? Est-ce que l'Amérique va garder la tête, donc le leadership sur le plan international? On laissera un peu l'histoire nous le dire. Mais ce qui se passe ici, le Congo est au cœur des enjeux géopolitiques comme en 1960. En 60, c'était la guerre froide entre l'Amérique, l'Occident, et l'Union soviétique, l'URSS. En fait, on parlait de la lutte contre le communisme. Et les Zaïre de Mobutu a joué un rôle très important. Les Zaïre de Mobutu a financé, donc, a soutenu la guerre en Angola, dans le cadre de la lutte contre le communisme. Mais l'élément le plus important, c'était quoi? On détenait le cobalt. Le cobalt, c'est une matière très importante, une matière stratégique. Et pour l'Amérique, il ne fallait pas que la Russie y mette la main. Nous nous retrouvons dans le même contexte où la Chine, nous quittons ce que je peux appeler, nous tendons vers nous sommes dans ce qu'on appelle la révolution numérique couplée de la transition énergétique. On a besoin de nos matières premières pour que cette révolution puisse avoir du succès. Mais ce qui complique la situation, c'est que la Chine est en avance par rapport à l'Amérique sur le plan technologique. On vous parle de 5G, le conflit avec Huawei. Donc la Chine est en avance de 3 ans. L'Amérique est en retard. Donc si la Chine parvient à installer les 5G à travers le monde, c'est la Chine qui sera la première puissance, je dirais, technologique. Et l'Amérique a peur. Voilà la confrontation. Mais la Chine n'a pas seulement la technologie 5G. La Chine a aussi le contrôle des terres rares. Donc, ça fait à peu près 92% des terres rares que la Chine a. Mais le problème est que sans les terres rares, on ne peut pas faire une transition énergétique. Donc, l'Amérique est dépendante, l'Occident, de la Chine. Que faire? Il faut qu'on mette la main sur le Congo. Donc, nous sommes au cœur de ces enjeux. Il faudrait que vous qui êtes étudiants, les études congolaises comprennent nous sommes un enjeu aujourd'hui pour la géopolitique du XXIe siècle. Tout se construit maintenant. Donc il faut beaucoup étudier, beaucoup réfléchir, faire des recherches pour proposer aux élites politiques, pour la plupart qui ne comprennent rien, des solutions. Vous voyez, dernièrement, l'armée américaine est venue signer des accords avec notre gouvernement. Ce n'est pas par hasard. C'est dans cette vision de la lutte contre la Chine, qu'on ne soit pas naïf. Mais maintenant, c'est à nous de savoir où sont nos intérêts. D'abord, il faut les définir et les défendre. Malheureusement, on a tué l'université. C'est pour répondre à l'étudiant. Ah non, je pense que c'est un licencié. On a tué l'université au Congo. Je viens souvent ici, ça fait plus de 10 ans que j'arrive ici. Ça ne fait que décliner. Or, sans université, il n'y a pas de société. Tous les pays qui sont devenus puissants, l'Amérique, l'Allemagne, la Chine, l'Inde, le Japon, c'est parce que leurs États ont financé les recherches et les universités. Chez nous, on a tout abandonné. Vous voulez voir quoi? Vous aurez demain des chèques qui seront des chefs. Aucun pays ne s'est développé sans la science. Mais curieusement, on vous amène des fausses théories ici,
en vous disant, je m'excuse professeur, développement durable, on ne va pas se développer avec des théories. C'est quand on aura des universités fortes et puissantes, des grands centres de recherche, qu'on peut espérer devenir puissants. Je n'aime pas le mot développement. Il faut qu'on soit très puissant pour qu'on puisse nous respecter. Vous n'êtes pas encore né. Demandez au papa du temps de Mobutu, quand on parlait du Zaïre, ce n'était pas n'importe qui. Aujourd'hui, je suis étonné de voir que les Congolais se plaignent des Rwandais. Il y en a qui partent à Kigali, de retour, ils disent non, Kigali est bien organisé, ça ne va pas chez nous. Donc ça prouve que nos élites ne sont pas à la hauteur des enjeux. Donc que faire? On doit changer l'élite. On n'a pas d'autre choix. Si nous voulons que les choses changent demain, changer la classe politique, qu'on construise de grandes universités, qu'on sélectionne les meilleurs d'entre nous. L'université, ce n'est pas n'importe qui peut la faire. Et pour y entrer à l'université, on sélectionne les meilleurs. Et vous allez voir, dans une génération, prenons 25 ans, le Congo aura des élites capables de défendre ses intérêts. Qui sont derrière la balkanisation? C'est très clair. Ce sont les multinationales et les puissances occidentales. Vous savez, il y a un livre ici, publié par Madame Kanza, Sophie, elle est déjà décédée. Ceux qui font les Sciences Po, qu'ils aillent au CEP. C'est sur les causes socio-économiques du sous-développement du Zaïre dans les temps. Dans ces documents, Mme Kanza est très claire. L'ennemi du Congo, ce n'est même pas la Belgique. L'ennemi du Congo, ce sont les capitalistes prédateurs qui étaient à Berlin en 1885, quand on a créé, je dirais un peu, quand il y a eu le partage de l'Afrique. On est un pays exceptionnel, on n'a pas de parrains. Les parrains, ce sont les multinationales. Voilà pourquoi, quand il y a des problèmes, c'est Glencore qui soutient nos hommes politiques de l'opposition pour accéder au pouvoir. Ce n'est pas gratuit. Donc nous devons faire par tous les moyens pour apprendre. Notre faiblesse, le prof vient de le dire, on ne lit pas, on n'apprend pas, mais nous discutons comme ça, comme des gens de la rue. On est à l'université. Il faut être curieux. Il faut, comment dirais-je, avoir le temps de fréquenter les bibliothèques, bien qu'il n'y a pas assez de livres. Donc vous devez réclamer que l'État congolais mette des moyens pour que vous soyez dans de meilleures conditions. Moi, je pense qu'il y a un complot. Parce que quand on veut tuer une société, on casse l'université. Donc d'ici 20-30 ans, nous risquons d'avoir des élites qui sont capables de gérer ces pays. Ça, c'est une puissance. On a tous les éléments de puissance, mais ce qui nous manque, c'est d'avoir des élites qui ont la volonté de puissance. Nos élites se contentent du peu. Voilà le problème. Donc vous qui êtes jeunes, préparez-vous à avoir l'esprit de grandeur. Ces pays a eu des hommes. Lumumba, Mzee Kabila, Tshisekedi, Moulele, Gizenga, sont battus pour la liberté de ces pays. Vous pensez que vous deviendrez grand comme ça au hasard, en dansant? Donc faites un effort, reconnectez-vous directement à ces héros pour avoir des repères. On n'a pas d'autre choix. Toute l'Afrique nous attend. Donc si nous ne le faisons pas, il y aura des mains africaines qui vont nous diriger. C'est le cas de Rwanda et l'Ouganda aujourd'hui, qui nous dirigent. Tout le monde le sait, mais personne n'a le courage de le dire. Pourquoi? Il a peur de mourir et de perdre des privilèges. Donc, ce que moi je vous demande, prenez votre courage, organisez-vous, analysez, étudiez, pour que ce pays, peut-être d'ici 20 ans, qu'on compte parmi vous des héros, qu'on compte parmi vous des grands hommes. Lumumba n'a pas fait l'université, il est parmi les plus grands. D'ailleurs, on s'étonnait, vers les années 60, Lumumba avait un niveau plus élevé que ceux qui étaient à Louvain. Pourquoi? Parce que Lumumba lisait. Donc, si nous voulons demain qu'on récupère notre pays, vous devez apprendre à lire, à étudier et non à danser. Je vous remercie.
dirais que, à part les Banyamulenge, je n'ai pas encore entendu, vous et moi, moi d'abord, je n'ai pas encore entendu d'autres communautés ethniques réclamer des terres. Comme je l'ai dit dans mon travail, déjà, la terre appartient à un clan. Après, je vois mal comment un clan peut commencer à réclamer ses terres. Quand nous sommes un clan, on n'a pas de terres, non. La terre est déjà bien répartie, ça appartient à un clan, à un groupement. Donc, ma réponse est, de quel droit ils réclament les terres? Ils réclament des terres en disant qu'ils ont été là, déjà à partir du 16e, d'autres disent du 16e, 17e siècle, ils étaient déjà là, et qu'ils réclameraient des terres. Bon, vous êtes là déjà depuis 16e, 17e siècle. Pourquoi réclamer des terres aujourd'hui? On ne réclame pas les terres sont à vous. Si les terres sont à vous, ils sont à vous. Je ne voudrais pas faire être leur avocat aujourd'hui, parce que je ne suis pas leur avocate, mais c'est juste ce qu'on entend passer dans les médias un peu partout. Les Banyamulenge réclament des terres. Donc je pense avoir éclairé la personne qui m'a répondu, qui m'a posé cette question. Je ne sais plus c'est qui. Pour la deuxième question, c'est de savoir, monsieur, si j'ai bien compris votre question, c'est quels sont les mécanismes à mettre en place pour mettre à l'immigration érosive. L'immigration érosive, on l'a vu depuis 1994, depuis le génocide interrwandais. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire, c'est le génocide au Rwanda. On impose à nos dirigeants de recevoir cette masse incontrôlée de réfugiés. On avait les réfugiés, les soi-disant génocidaires, militaires, banques, on a tout reçu du coup au pays. Et c'est là qu'on a commencé à vivre, on a connu l'immigration érosive. Donc une immigration non contrôlée, non gérée. Ensuite, c'est en 97, en 96 avec la guerre, de l'Afden. Donc mettre fin à l'immigration érosive, on ne peut plus mettre fin à l'immigration érosive, on la vit. C'est un constat qu'on a fait et on est en train de vivre ça. Ce qu'il faut maintenant aujourd'hui, c'est comment gérer tout ce flot, tout ce flux d'immigrés qui ne sont plus immigrés aujourd'hui, qui se font appeler Congolais. Donc c'est difficile. On est là, c'est un constat. Maintenant, c'est aux politiques de savoir comment gérer cette situation. Je suis partie d'un constat. Et là, je profite, je réponds directement à la 4e question. Le constat a été fait. Qu'est-ce qui se passe à l'Est? Pourquoi ces guerres récurrentes? Et dans mes recherches, et là, j'arrive au constat que ces guerres sont dues à l'immigration qui n'a pas su être gérée. Immigration corrosive, de manière inaperçue. Les immigrés ont commencé à entrer dans notre territoire de manière très inaperçue, je dirais, pour la capitale, pour l'État. Ils venaient de manière très isolée et ils occupaient certaines terres. C'est vrai qu'il y a eu les cas des transplantés, la main-d'œuvre récupérée par les colonisateurs pour venir travailler ici chez nous. Mais après ces transplantés, on a connu, comme a dit M. on a connu en 1959, avec la chute du roi Kigeri V, on a connu la chute du règne des Tutsis. Et ce qui s'est passé en 1994, ce n'était pas nouveau, on l'a vécu en 1959. L'arrivée massive des réfugiés Tutsis, qui sont venus avec tout, militaires, banques, comme d'habitude. Et ils sont venus de manière, on ne les a pas pu les contrôler aussi. On les a, comment je peux dire, on les a placés dans des terres appartenant à des clans déjà existants. Et là, je répondrai, je crois, à la question numéro 3.
les problèmes qu'on est en train de vivre. On prend des immigrés, Tutsi et Hutus, on vient, on les impose dans des terres déjà occupées. On impose une cohabitation à des clans, à des ethnies qui étaient déjà là. Peut-être, moi, je me dis que le colonisateur aurait dû mieux gérer cette situation. Les différentes communautés, Nande, Ounde, Emma, tous ceux qui étaient sur place, le colonisateur aurait dû mieux gérer la situation. Parce que c'est parti des frustrations de ces autochtones à ces comment on les appelle, les allochtones, les nouveaux autochtones. Les allochtones, ce sont des nouvelles communautés qui réclament des droits comme les autochtones, donc les allochtones. Donc le Belge qui nous a imposé leur présence aurait dû mieux gérer cette situation-là, qui n'a pas été gérée. Raison pour laquelle on a connu des 500 conflits fonciers et territoriaux à ce côté. La preuve, c'est que l'Est du pays n'a pas connu des élections de 82 et les élections de 87, parce que la situation était incontrôlable. On n'arrivait pas à faire des recensements administratifs, tout ça, rien, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est une situation qui a été créée de toutes pièces, ne pas gérer l'Est. Comme m'a dit M. Freddy, les enjeux sont tels que, les enjeux géopolitiques sont tels qu'il faut mettre le chaos, cette partie de l'Est. Quand vous dites que comment l'État peut-il faire arrêter l'immigration et doit-il faire appel aux organismes internationaux? Pourquoi faire appel aux organismes pendant que ces problèmes sont gérables entre Congolais? L'État peut facilement gérer cette situation. Avant d'aller faire appel aux organismes internationaux, mettons d'abord la main à la pâte. Gérons d'abord ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont là. Les transplantés sont là. Des immigrés fuyant la guerre, la situation, le manque de terre. Le manque de terre et la famine. Je pense et j'espère avoir répondu et avoir rencontré vos préoccupations. Merci. Merci pour la parole. J'ai reçu 3 questions. La première, c'est celle qui veut savoir pourquoi la République a-t-elle fait que la décentralisation soit retardée. Et pour répondre à cette question, je vais dire, est-ce que la République a fait que la décentralisation soit retardée? Ce n'est pas la République. Ce sont les leaders qui, pour des ambitions démesurées d'influence, n'ont pas voulu organiser les élections locales afin que nous puissions avoir des élus dans nos entités territoriales décentralisées. Ils ont préféré procéder à la nomination. Comme ça, ils vont garder l'influence sur tous ceux qui dirigent les 145 territoires, pour tous ceux qui dirigent les 31 villes, pour tous ceux qui dirigent les entités territoriales décentralisées comme les communes, les secteurs et les chefferies. Parce qu'en procédant à la nomination, écoutez, on a 145 administrateurs du territoire avec leurs adjoints qui se sentent redevables à celui qui les a nommés et ils ne sentent pas leur obligation de rendre compte à la population, aux administrés. La même chose pour ceux qui dirigent les 31 villes de la République, de même que ceux qui dirigent les communes et les 747 secteurs et chefferies. Tous ces gens se sentent redevables aux autorités du pouvoir central qui les ont nommés. Et ça, c'est par ambition démesurée des dirigeants, des leaders, au lieu d'organiser les élections locales pour que les élus locaux se prennent en charge et qu'ils prennent en charge le développement
par la base. Au contraire, tous ces gens-là, quand ils gèrent à la fin de la journée, ils doivent chercher à savoir comment envoyer à celui qui les a nommés quelque chose qui devrait servir au développement du pays par la base. Donc ce n'est pas la République qui a retardé la décentralisation, ce sont les leaders qui ont manqué de volonté politique pour pouvoir développer ces pays par la base, mais qui ont préféré avoir de l'influence et garder de l'influence sur tous ceux qui dirigent les entités territoriales décentralisées. Que peut-on retenir de la question de la commune de Minembwe? C'est madame qui nous a posé cette question. Mais madame, moi je ne connais pas le problème concret de Minembwe. Je vous ai donné un devoir. Je vous ai dit, allez mener les études pour savoir si toutes ces communes et toutes ces villes nommées par les différents premiers ministres, comme l'a dit le DG ici, si ces villes et communes ont obtenu les avis conformes des assemblées provinciales. Je voudrais que vous puissiez être de véritables chercheurs, que vous meniez des enquêtes et que vous alliez voir à Minembwe si cela avait été fait. Le chef de l'État a dit qu'il allait mettre en place une commission des scientifiques non originaires pour aller voir ces questions-là. Si on me désignait, je ne partirai pas. Vous me suivez? Si on me désignait, je ne partirai pas. Pourquoi je ne partirai pas? Parce que j'ai mené beaucoup d'enquêtes, j'ai donné beaucoup de formations dans ces coins-là. Et je sais que ce sont ceux-là, comme l'a dit une dame qui a posé la question ici, ce sont les fils du pays sur lesquels vous comptez, qui sont à la base de la pérennisation de cette guerre. Vous savez, il y a un général d'armée très puissant dans ce pays qui avait dit, je cite le général Mayele, si la guerre traîne à se terminer, ça signifie que ceux qui fomentent la guerre sont parmi les dirigeants de l'armée. Je m'arrête là. Ce n'est pas moi, c'est le général Mayele. Nous signalons la présence du doyen de la faculté ici. Donc, nous l'accordons d'abord la parole pour ce mot qu'il a d'abord. Un rectificatif doyen honoraire, hein? Parce que moi, j'ai terminé mes mandats. Maintenant, il y a un nouveau doyen. Hein? Ça va? Bon, c'est vraiment extrêmement important. D'abord, félicitations à l'infatigable Freddy Mulumba, et le DG. Félicitations pour tout ce que vous faites pour le pays. Et je crois que c'est un apport important. Et les gens avertis ne vous oublieront pas de ce que vous faites depuis très longtemps. Et Nadine, je vous ai suivi hier. C'est très bien, bravo. Professeur Meya, merci pour tout. J'ai 3 questions, tout simplement, parce que j'estime bien que votre apport DGA Mulumba, c'est un apport pédagogique, avant tout. Et mes questions, je les pose pour que vous fixiez les jeunes gens. De quoi s'agit-il? La première question s'adresse à vous, les rôles des médias dans tout ce que nous vivons, que ce soit dans les conflits, que ce soit dans les guerres politiciens. Je crois qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Quel est le rôle des médias? Anadine, l'université. Je crois qu'il y a un rôle quand même important parce que vous adressez aux jeunes gens, vous êtes au sein de l'université, vous êtes professeur d'université. Bien sûr, sur le plan administratif, ce n'est pas encore confirmé, mais vous, dans un laps de temps, vous serez professeur. Vous êtes déjà docteur. Mais les rôles de l'université, les rôles de la jeunesse, c'est quoi dans ces méli-mélos que nous vivons, que ce soit à l'est du pays, que ce soit ici, au centre, dans l'ensemble du pays.
Nous voyageons dans d'autres pays. Quand vous arrivez à Zaventem, en Belgique, ce sont les jeunes gens, la police, ce sont les jeunes gens, ce sont des universitaires, ce sont des stagiaires, parfois des enfants qui sont là, mais qui privilégient leur pays. Le patriotisme, c'est très important. Mais l'université, la jeunesse, c'est quoi chez nous? Professeur Meya, et alors, les chefs coutumiers, dans tout ça, je crois qu'ils ont un rôle important, les chefs coutumiers. Dans notre pays, qu'on le veuille ou pas, vous avez parlé d'un problème important, la culture. La culture est ignorée. Il y en a même qui ont dit que la culture, c'est la sorcellerie. La culture, ce sont des antivaleurs. Non, la culture, c'est le développement. Lorsque les gens n'intériorisent pas la culture, vraiment, nous sommes au purgatoire. Les chefs coutumiers dans tout ça. Parce qu'il faut mettre en exergue la modernité et les traditions, nos traditions. Est-ce qu'arrivons-nous à intérioriser nos traditions? Voilà, monsieur le modérateur, quelques considérations que j'avais. Merci beaucoup, prof. Je suis dans les médias, ça fait depuis 1992. Donc j'ai passé tout le temps, après mes études, dans les médias. J'en ai vu toutes les couleurs. Pourquoi nos médias sont en crise ou bien nos médias ne font rien? D'abord, les médias privés. Les médias privés sont sous contrôle des multinationales qui construisent un discours à travers leurs fondations. Vous avez des fondations ici qui financent nos médias en disant renforcement des capacités, démocratie, genre. Et généralement, on désoriente la ligne éditoriale. Et vous verrez trop peu de médias congolais privés parler de ce qui se passe à l'Est. J'étais le patron du journal Le Potentiel, Télé 7. C'était les privés. J'ai fait 10 ans à la tête. C'est grâce à ces médias qu'on a fait la lutte contre la balkanisation. Résultat, on m'a chassé. On m'a chassé. Donc, il faut se méfier des soi-disant partenaires qui viennent vous financer. Si nous voulons que ces pays changent, il faut que les Congolais prennent en charge leurs médias privés et surtout, il faut qu'il y ait des compétences. Il n'y a pas de journalistes. Regardez nos réseaux sociaux. Ce sont des médiocres. Et les enfants qui grandissent aujourd'hui n'ont pas de niveau. Ça n'a pas fait les reportages, fait les investigations. Donc là, c'est notre responsabilité en tant qu'intellectuels, en tant que Congolais. On doit s'organiser. Il ne faut pas accuser les autres. Il ne faut pas pleurer. Quant aux médias publics, je suis à l'université, il faut que je vous dise la vérité. Moi, c'est le président Kabila, Joseph, qui m'a envoyé quelqu'un pour que je sois nommé. J'ai dit, moi j'avais ma revue Renaissance africaine, que je faisais après mon départ du potentiel. J'avais posé des conditions. Être libre. Je ne négocie pas ma liberté. Il n'y a ça jamais. Quel que soit le poste. On m'a nommé à la RTNC. J'en ai vu de toutes les couleurs. Notre pays est sous tutelle. Et cette tutelle vient des accords de Sun City. Nos médias sont contrôlés. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. À l'Est, il y a des guerres. Nos médias qui chassent ça, publics comme privés, il n'y a même pas d'information. À moins qu'on soit tous idiots. On a quand même été à l'école, on a fait l'université. Comment ça peut se passer comme ça? Nous ne sommes pas libres. Donc il faudrait que les Congolais comprennent la liberté a un prix. Nous devons nous battre pour récupérer notre pays. On n'a pas d'autre choix. On ne le fait pas, nous serons esclaves des autres avec les soi-disant partenaires qui seront complices, qui le sont jusqu'à aujourd'hui. Regardez ce qui s'est passé à Genève. On a tendance à oublier. On prend nos opposants,
qui était derrière Glencore. Glencore qui avait des problèmes avec le corps des miniers, qui voulait avoir un chef qui travaillait pour eux. À Kinshasa, je vois les débats, je pleure. Quand on est intellectuel, quel que soit le temps, il faut que la science s'impose. Et pour ça, il nous faut de nouveaux Mujimbe. Pour le moment, il n'y en a pas. Merci, monsieur le doyen honoraire, pour votre question. Vous m'avez posé la question de savoir quel est le rôle de l'université et de la jeunesse. Pour commencer, je dirais que le rôle de l'université, c'est éduquer la jeunesse, éduquer et former les futurs dirigeants de ce pays. Comme l'a dit le directeur Freddy Mulumba, vous ne me contradierez pas, l'université, depuis quelques années, quand j'étais étudiante et même après, on le vit jusqu'à aujourd'hui, l'université ne doit pas avoir de couleur politique. L'université doit, comme l'a dit encore M. Mulumba, l'université doit avoir sa liberté de penser. Malheureusement, l'université a perdu cela. Et vous-même qui êtes du monde, vous êtes professeur, vous le constatez vous-même. On a du mal à parler politique sur le site universitaire. Or, l'université doit être là pour accompagner l'État. Il y a un problème qui se pose. L'État doit recourir à l'université pour les pistes de solutions. Des études qui doivent être menées. Aujourd'hui, je pense qu'on a discuté il y a quelques semaines, on vit en vase clos. Il y a un dossier, il y a une gestion, il y a un problème qui se pose. C'est un petit groupe qui se retire en secret. Pourquoi? Parce que, il faut le reconnaître, l'égoïsme règne en maître. La jeunesse ne se reconnaît plus. Je me mets aussi à l'intérieur, on ne se reconnaît plus. Aujourd'hui, je n'appartiens à aucun parti politique. Mais si je devais appartenir à un parti politique, j'aurais du mal à choisir parce que je ne me reconnais pas. Je ne vois pas d'idéal devant moi. Et c'est ce qui est dans le chef de beaucoup de nos étudiants. On préfère se rabattre à la musique, dans les séries télé, parce que la politique, c'est celle qui passe à la télévision. On ne se reconnaît pas, on ne voit pas d'idéal. Il n'y a pas de leader sur le plan politique, sur la scène politique congolaise. Mais, qu'à cela ne tienne, je pense que l'université, le rôle de l'université, il n'est pas trop tard. L'université doit s'imposer. Montrer que seule issue pour, comme le dit encore, je répète, M. Mulumba, avoir un État puissant, c'est avoir des intellectuels qu'il faut, bien formés. Je pense que je vous ai fait rapport un peu de mon premier séjour à Tervuren. Ça m'avait choqué, mais j'ai compris après. Quand on me dit, après avoir pris la parole devant d'autres étudiants, c'est « Ah, madame, vous parlez un bon français. Madame, vous raisonnez. » Ça m'a choqué. Je me suis dit, comment vous concevez l'Afrique? Comment vous concevez la RDC? Il y a des intellectuels. Et moi, sur l'échelle, je ne me mets pas un peu au-dessus. Je suis parmi les restés pour compte. Ceux qui essaient qui se cherchent. Il y a des élites inconnues aux universités, des élites inconnues dans le pays. Donc, l'université doit connaître sa force et reprendre sa place de modèle dans ce pays. C'est un peu ça ma petite contribution. Merci, monsieur le doyen. Vous m'avez posé une question très importante de la culture. La culture, je l'ai toujours enseignée dans mes cours de politique publique et des grands services publics. Si on n'en tient pas compte, les services publics de l'État échouent et les politiques publiques échouent également. Parce que, voyez, nous sommes les années 70, le maréchal Mobutu va à Kikwit installer une mission agricole chinoise. Et qu'est-ce que cette mission est allée faire à Kikwit? Apprendre à la population de Kikwit à cultiver le riz. Et vous savez, moi je suis de Kikwit.
Si vous avez préparé le riz et vous nous avez donné à manger, et quelqu'un passe ici me dit, est-ce que tu as déjà mangé? Je lui dis non, j'ai juste pris quelques grains de riz, je n'ai pas encore mangé. Parce que moi, à Kikwit, le riz, ce n'est pas le repas. Le repas à Kikwit, c'est les foufous de Massango avec les maniocs. C'est ça manger à Kikwit, ce n'est pas le riz. Et la mission agricole chinoise a échoué à Kikwit parce que le maréchal n'a pas tenu compte de la culture alimentaire de cette population. Il aurait pu amener cette mission à l'Odjas, à aller réussir chez nos frères, les autres étaient là. Mais voilà que lui, il les a amenés chez les Bambala. Ça n'a pas marché parce qu'il n'a pas tenu compte de la culture. La culture, monsieur le doyen honoraire, je suis à Kolwezi, chef-lieu de Loire. Le gouverneur Mouyej nomme son gouvernement et il désigne un député provincial qui a été élu dans la ville de Kolwezi avec beaucoup de voix. Il le nomme ministre provincial en charge de la décentralisation et des affaires coutumières. Monsieur le doyen, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Le soir, ce monsieur a démissionné. Il a démissionné parce que sa base, encore une fois, la base, sa base va lui dire, mais lui, Mouyej, tout ce qu'il a trouvé comme poste à te donner, c'est la gestion des sorciers, des affaires coutumières, vous allez gérer les sorciers et c'est tout ce qu'il a trouvé à vous donner. Et le gars est passé à la télévision pour déposer sa démission. Alors, malheureusement pour lui, j'étais de passage à Kolwezi dans une mission de la Banque mondiale et les gens m'en ont parlé. J'ai dit, mais il a refusé un ministère qui allait faire de lui un grand riche. Il dit, riche? Chargé des affaires coutumières? Riche? J'ai dit, oui. Mais nous sommes dans la province du Lualaba, où il y a des autorités coutumières qui sont propriétaires des gisements, des minéraux, parfois à ciel ouvert. On n'a même pas besoin de creuser pour avoir des minéraux. Et lui, en tant que ministre provincial, il allait organiser ses chefs coutumiers pour qu'ils ne vendent pas leurs concessions minières et pour qu'ils les exploitent à dessein. Et lui, il allait créer des entreprises d'exploitation des gisements miniers appartenant aux chefs coutumiers. Vous voyez comment il allait devenir riche. Et les chefs coutumiers, pour vous donner des minéraux pour eux, ça ne coûte rien. Voilà, maintenant, il a commis une erreur. Et quand on est allé lui rapporter, il dit, c'est un expert de la Banque mondiale qui dit ça. Donc tu as raté. Il dit, ah, donc je pouvais amener les chefs coutumiers à créer des entreprises d'exploitation des minéraux dans leurs gisements coutumiers. Il dit, oui. Il dit, mais est-ce que je peux aller supplier le gouverneur Mouyej? Il est allé le voir, le gouverneur Mouyej lui dit, mais tu n'as pas démissionné devant moi. Tu as démissionné devant les médias. Rentre devant les médias et tu expliques que tu retires ta démission et que tu veux revenir. Il n'est jamais revenu. Hein. Il est resté en dehors du gouvernement provincial, tout simplement parce qu'il croyait que gérer les chefs coutumiers, c'est gérer la sorcellerie. C'est pas ça. Et les gens ne connaissent pas très bien notre culture. Dans notre culture, il y a des valeurs qu'on ne retrouve pas à l'Occident. À l'Occident, aujourd'hui, les hommes se marient entre eux, les femmes se marient entre eux. Ça n'arrive pas chez nous. Non. Nous avons des cultures qui respectent le souverain suprême. Et donc, nous sommes dans les bons. Il faudra que nous mettions nos cultures en avant. Et je l'ai toujours dit aussi, si je prends l'exemple de la mission agricole chinoise à Kikwit, je suis allé trouver à l'Équateur, dans les territoires de Bikoro, un bon projet canadien qui a échoué. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés apprendre aux Mongols là-bas comment cultiver les haricots comme nourriture. Vous vous imaginez? Les Mongols vous disent, yo, biso tozana mbisi na nyama tozoluka kwanga na makemba tolela ngo yozo ya kolakisa biso ba nguba wana tolela ngo biloko. Les haricots, ils ont appelé nguba. Ils n'ont pas eu besoin d'accepter cette culture parce que ce n'était pas leur culture alimentaire. Et donc nous devons prendre en valeur nos cultures si nous voulons nous développer par la base et nous réussirons à partir de cela. Merci beaucoup, monsieur le doyen. Mais les organisateurs ont prévu un petit mot de 2 minutes
à M. Freddy qui est l'initiateur. C'est ainsi que j'appelle la personne qui est habilitée à prendre cette parole, à prononcer ces 2 minutes, madame, s'il vous plaît, pour qu'on clôture. Monsieur le directeur adjoint de la radio-télévision nationale congolaise, Freddy Mulumba, aimable professeur Anselme Meya, docteur Nadine Abemba, tous 2 corps scientifiques de l'Université de Kinshasa, chers invités à vos titres et qualités respectifs, camarades de service et collègues étudiants, il est d'un grand honneur pour nous, en ce jour qui fut créé par le Seigneur, jour qui entre en archive historique de notre structure scientifique dénommée l'Académie congolaise, assez en sigle, qui, avec toute allégresse et enthousiasme, nous a offert par le biais de son père fondateur, nous citons le DGA de la RTNC Freddy Mulumba, père digne de ce nom, soucieux de l'avenir de ce pays et de ses dignes fils que nous sommes, une conférence débat afin d'éclairer la lanterne sur l'actualité de notre pays, car, dit-on, c'est autour d'une table que l'on se met d'accord et non en faisant du bruit sans suite. De prime abord, nous tenons à remercier le bon Dieu, l'alpha et l'oméga, la cause incausée, Dieu de Dieu qui a le pouvoir de donner l'être à l'être pour que l'être existe, du souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder, surtout d'avoir permis que cette conférence se déroule en toute bonté. À tout Seigneur, tout honneur. Monsieur le DGA de la radio-télévision nationale congolaise ici présent, les mots nous manquent pour exprimer notre haute gratitude envers votre personne. Rares sont les pères qui rêvent grand pour cette jeunesse qui gangrène dans la misère et met en péril son avenir. Vous n'êtes pas resté indifférent à notre égard, mais vous avez agi en bon père de famille. Vous avez accepté de sacrifier votre temps pour le bien-être des jeunes Congolais consciencieux, futurs dirigeants, afin de nous guider sur le bon chemin, non seulement pour marcher sur vos traces, mais aussi pour faire bien plus que cela, en mettant de côté ces virus mentaux qui deviennent innés dans les têtes des jeunes qui pensent vivre sans rêve. Cher Monsieur Freddy Mulumba, laissez-nous vous assurer que vous n'avez pas passé votre temps dans cette lutte de la création de l'Académie congolaise, mais plutôt cela marque notre vie. Cet éveil de conscience marque toute notre vie et nous vous promettons que ce bienfait ne seront jamais oubliés. À votre honneur, professeur Meya, docteur Nadine Abemba, DGA Freddy Mulumba, tous intervenants du jour, nous serions sans tête si nous passions sous silence sans vous remercier énormément pour cet accompagnement si riche et profitable à notre personne, mais aussi envers notre pays. Vous avez sacrifié vos multiples tâches uniquement pour venir nous rendre mûrs à ce sujet d'actualité qui fait objet de débat. Chers intervenants, nos ancêtres n'ont pas eu tort en affirmant totalement que sont chanceux ceux qui mettent en pratique ce qui sort de la bouche des vieillards. Que seul Dieu vous récompense. Chers invités à vos titres et qualités respectifs, aimables camarades étudiants, en Afrique, celui qui se met hors la communauté perd la qualité d'être homme et devient une sorte d'incarnation de génie malfaisant, mis à l'index et craint de tous, disait le savant Léopold Sédar Senghor. Cela étant, loin de nous l'idée de passer outre notre gratitude envers vous face à ces sacrifices énormes. Aujourd'hui, notre conscience est éclairée quant à la question portant sur la décentralisation et l'immigration de Minembwe. Que dire? À chacun sa conclusion sur ce qui a été dit. Aux âmes bien nées, la valeur n'atteint pas le nombre d'âges, disait Don Diego. Nous restons convaincus que toute personne ayant pris part à cette conférence fera bon témoignage et sera lumière pour ceux qui demeurent dans l'obscurité. Ainsi donc, au nom de l'Académie congolaise et de son coordonnateur, nous vous remercions. Kongo na biso Kongo e, 47 ans ya libanda, tosali minyo
ebongisi nini